Histoire 1. Notre première histoire se déroule en Tanzanie, plus précisément dans la région de Lukumburo, à Indian Bay. Femi Abioi, un fermier de 46 ans, s'occupait de son troupeau de moutons un jour d'août 1999 lorsqu'il fut attaqué par une lionne affamée qui s'était aventurée dans leur village. Ce matin-là particulièrement chaud, Femi discutait avec sa femme de ce qu'il devrait acheter au marché. La conversation s'est portée sur leurs moutons. Elle insistait pour qu'ils ne sortent pas à cause de la chaleur étouffante, mais Femi lui rétorqua qu'il devait quand même sortir et paître, ne serait-ce que pour un court moment, quel que soit le temps. Elle finit par céder à son insistance et partit pour le marché. Sans moyen de transport, son trajet serait long et fatigant, prenant au moins quelques heures pour l'aller-retour. Pendant ce temps, Femi continua sa journée comme d'habitude. Il prit un repas rapide avant de sortir ses moutons au pâturage. Son troupeau était petit mais suffisant pour leur fournir de la laine et de la viande quand ils en avaient besoin. Il se rendit aux petites écuries près de leur maison et appela les moutons. Habitués à sa voix, ils sortirent immédiatement et Femi les guida vers un pâturage situé à quelques minutes de là. Le trajet fut court et une fois que les moutons se mirent à brouter paisiblement, Femi s'installa sous l'ombre confortable d'un arbre. Il avait emporté avec lui une bouteille d'alcool et un petit couteau pour tailler du bois, une activité qu'il aimait pratiquer pendant son temps libre pour fabriquer des figurines qu'il offrait aux enfants du village. Les 2 heures suivantes se passèrent dans un calme relatif, avec de temps en temps la nécessité de ramener un mouton égaré vers le troupeau. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il remarque une agitation parmi les moutons. Ils étaient nerveux et se déplaçaient tous vers un côté du champ, à l'exception d'un seul. Femi se leva, cherchant à comprendre ce qui effrayait ses bêtes, et soudain une silhouette flamboyante surgit à travers une petite saillie d'arbre et plaqua le mouton isolé au sol. Il plissa les yeux pour y voir plus clair et réalisa qu'une lionne solitaire s'était introduite dans son troupeau et était en train de s'emparer d'un mouton pour elle-même. Femi prit une profonde inspiration, ramassa son bâton de berger et s'enfuit dans la direction opposée. Il tenait à ses moutons, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire contre un lion affamé. Il avait entendu trop d'histoires de gens ayant tenté de faire face à de telles situations et ayant échoué tragiquement. Alors qu'il courait, il jeta un coup d'œil derrière lui et vit que la lionne le fixait intensément. Il est important de savoir que les grands félins ont un instinct de prédation très fort et attaquent généralement tout ce qui leur tourne le dos. Femi connaissait bien ce comportement et pensa que la lionne serait satisfaite de son butin et le laisserait tranquille. Mais à sa grande surprise, elle se releva tout en continuant à le regarder, lâcha le mouton de sa gueule et se mit à charger dans sa direction. Femi fut terrifié par ce changement brutal de comportement et hurla en tentant d'accélérer sa course, mais la lionne était plus rapide. Il entendait déjà les grognements derrière lui alors qu'il voyait sa maison à portée de vue, à peine à une vingtaine de mètres. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la sécurité de son foyer, la terre rencontra violemment son visage alors que la lionne l'attrapa et le plaqua au sol. Instinctivement, il releva ses bras pour protéger la nuque et essaya de se recroqueviller sur lui-même. Femi sentit l'haleine chaude de la lionne sur ses mains tandis que ses griffes lacéraient son dos, de l'épaule jusqu'au bas de ses reins. Il hurla de douleur alors que son sang jaillissait de sa chemise blanche, éclaboussant le sol. Dans un dernier sursaut de désespoir, il se souvint de son petit couteau à bois qu'il avait dans la poche avant gauche. Il relâcha rapidement sa prise sur sa nuque, attrapa le couteau et, dans un mouvement instinctif, lança son bras en arrière. Il sentit la fourrure du félin sous sa main alors que la lionne grognait de protestation avant de le lâcher juste assez longtemps pour lui permettre de s'échapper et de se relever pour une dernière course effrénée. Il parvint à l'entrée de sa maison et se jeta à l'intérieur, claquant la porte derrière lui. Il entendit les griffes de la lionne gratter contre la porte, mais celle-ci tenait bon. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, il vit la lionne qui retournait vers le troupeau, s'approchant de la proie qu'elle avait capturée. Femi remarqua alors que son couteau à bois était planté dans le flanc de l'animal. Soupirant de soulagement, il se redressa et se dirigea vers la porte. Il aperçut sa femme qui revenait du marché au loin et il lui fit signe de se dépêcher. Lorsqu'elle vit son mari affaissé devant la maison, elle abandonna les provisions et accourut à son aide. Elle le fit entrer et soigna ses blessures avec des bandages et du désinfectant, mais il était clair qu'ils avaient besoin d'un médecin. Elle se précipita hors de la maison pour chercher le docteur du village et informer les autres hommes du village de la situation. Le médecin arriva rapidement pour soigner Femi, tandis que les autres villageois se rassemblaient pour tenter de chasser la lionne. Cependant, lorsqu'ils atteignirent le pâturage, la lionne avait déjà disparu.
Heureusement, Femi se remit de ses blessures, qui n'étaient pas aussi graves qu'elles en avaient l'air, mais après cet incident, il ne retourna plus jamais s'occuper de son troupeau sans un ami à ses côtés. Histoire 2. Les attaques d'animaux dans des villages isolés peuvent être compréhensibles, surtout étant donné qu'elles sont rares et que les animaux agissent souvent par instinct ou désespoir. Cependant, c'est une toute autre histoire lorsque des gens tentent de pénétrer dans le territoire d'un animal pour le provoquer. L'histoire suivante est un rapport sur un incident qui s'est déroulé lors d'une expédition de safari au Zimbabwe où Ulrich Peterson s'est retrouvé face à face avec une lionne protégeant farouchement ses lionceaux. L'incident a eu lieu en 1973 dans un endroit tenu secret au Zimbabwe. Une expédition de safari habituelle avec une douzaine de touristes et de jeeps approchait d'un point de rassemblement habituel pour une troupe locale de lions. Les touristes avaient déjà eu la chance d'observer des rhinocéros et des zèbres dans cette même région, à environ 10 miles de ce point. Ulrich se trouvait dans l'une des jeeps avec quelques amis, tous originaires de Finlande ayant décidé de faire le tour du monde avec l'Afrique comme l'une des étapes incontournables. Le jour de leur aventure, Ulrich et ses amis s'étaient réunis au point de départ où tout le reste du groupe les attendait déjà. Le groupe était composé de personnes venant de tous horizons, des adolescents locaux aux personnes de leur âge, en passant par des retraités qui profitèrent de leur voyage. Tout semblait se dérouler comme prévu. Ulrich remarqua que les guides étaient particulièrement sympathiques et ravis de raconter aux participants des anecdotes fascinantes sur les lions, ce qui enthousiasmait tout le monde. Après avoir vérifié que tout le monde était bien présent, ils se mirent en route. Il leur fallut environ 45 minutes de route avant de repérer leur premier lion au loin. Les guides trouvèrent étrange de voir un lion solitaire car ils se déplacent généralement en groupe avec leurs troupes. Néanmoins, ils décidèrent de continuer, car le lieu de rassemblement habituel de la troupe de lions était encore un peu plus loin. Il leur fallut 25 minutes supplémentaires pour enfin atteindre la troupe qui se reposait tranquillement, le mâle dominant à l'avant et les femelles étendues autour de lui. Lorsque l'un des guides eut l'idée de déplacer les jeeps plus près de la troupe, il continua à divertir le groupe avec des faits amusants sur les lions. Quelques touristes exprimèrent leur réticence, mais les guides les rassurèrent en expliquant qu'ils travaillaient près de cette troupe depuis des années et que les lions étaient habitués aux jeeps et aux visiteurs. En effet, les lions ne semblaient absolument pas perturbés. Même si les jeeps n'étaient qu'à 10 pieds d'eux, les touristes étaient émerveillés par cette proximité et se pressaient pour obtenir la meilleure vue possible et prendre un maximum de photos. L'un des guides descendit soudain de la jeep avec un seau à la main. Le groupe était confus, mais il affichait un large sourire. Il déposa le seau au sol et annonça qu'il allait nourrir les lions. Il sortit un gros morceau de viande et le lança au mâle de la troupe, qui se mit immédiatement à manger. Ensuite, il s'assit à côté de l'une des lionnes et invita quelqu'un à sortir de la jeep pour observer les lions de plus près. Au début, un silence de mort régnait dans les deux jeeps et personne n'osa se porter volontaire. Mais ce silence fut bientôt rompu par les rires des Finlandais qui parlaient entre eux dans leur langue avant qu'un des leurs, Ulrich, ne se décide à descendre et à s'avancer vers le guide. Le guide leva la main pour lui indiquer de marcher lentement. Ulrich, cette fois plus sérieux, avança avec prudence. Il fit des pas mesurés, s'approcha du guide et s'agenouilla pour admirer les lions. Alors que le guide continuait à parler avec lui, il s'arrêta brusquement, écarquilla les yeux et lui dit de se lever lentement et de retourner vers la jeep. Ulrich, bien qu'intrigué, suivit les instructions du guide. En se relevant, il comprit enfin le danger qui les menaçait. Une lionne, entourée de ses lionceaux, le fixait intensément. Les lionnes sont connues pour être extrêmement protectrices envers leurs petits. Et leur férocité, lorsqu'elles se sentent menacées, est souvent comparée à celle d'une mère ours défendant ses petits. Même s'il ne connaissait pas ces détails, Ulrich comprit immédiatement que le regard de la lionne était un avertissement. Tandis qu'Ulrich et le guide reculaient lentement, la lionne avançait également, et il ne comprenait pas pourquoi. Ce n'est que lorsqu'il aperçut des mains tendues, avec des appareils photo dans son champ de vision, qu'il réalisa ce qui se passait. D'autres personnes étaient sorties des jeeps, et parmi elles se trouvait Lars, l'un des amis d'Ulrich. Ils souriaient et discutaient comme si de rien n'était. À peine Ulrich eut-il tourné la tête pour implorer Lars et les autres de reculer, que deux lionnes foncèrent sur eux en grondant, manifestement prêtes à attaquer sans retenue. Les membres du groupe qui avaient quitté les jeeps se précipitèrent pour remonter à bord, mais Lars ne fut pas assez rapide.
Ulrich, qui venait de s'écraser contre l'arrière de la Jeep, se redressa immédiatement pour voir son ami se faire attaquer. Si la lionne n'avait pas eu de petit à protéger, elle l'aurait probablement seulement mordu puis laissé partir. Mais en présence de ses lionceaux, elle mit rapidement fin à la vie de Lars d'un coup de croc à la nuque. La lionne retourna ensuite auprès de ses petits et s'allongea tout en gardant un œil vigilant sur les jeeps. Ulrich, encore sous le choc, resta silencieux alors que le reste du groupe criait d'horreur face à la scène. Ne sachant pas comment réagir, il finit par éclater en sanglots quelques minutes plus tard, alors que les guides tentaient de calmer tout le monde. Les jeeps démarrèrent et Lars fut enveloppé dans une bâche. Le retour au point de départ se fit dans un silence pesant et solennel. De retour en Finlande, Ulrich ne sut pas quoi faire face à la situation. Son autre ami était tout aussi traumatisé. Ils contactèrent finalement les autorités qui prévinrent la famille de Lars. Celle-ci se rendit au Zimbabwe quelques jours plus tard pour rapatrier son corps. Ulrich et son ami ne se remirent jamais vraiment de cette tragédie, et ils finirent par couper tout contact quelques mois plus tard. Ulrich, quant à lui, ne quitta plus jamais la Finlande. Leur histoire demeure un rappel poignant de la puissance de la nature et des instincts maternels féroces des animaux sauvages, et du fait que ces conflits doivent toujours être évités, car on ne peut jamais prévoir ce qu'un animal sauvage fera dans une situation donnée. Histoire 3. Notre troisième et dernière histoire se déroule à Kassala, au Kenya, et concerne un adolescent qui a frôlé la mort à quelques centimètres des griffes d'une lionne errante, bien loin de sa troupe habituelle. Omari avait 16 ans au moment de l'attaque et profitait d'une journée libre de l'école en compagnie de ses amis. L'un d'eux avait emprunté la voiture de ses parents et ils avaient décidé de se rendre à Ikuta, une petite ville voisine, pour passer du temps ensemble. Ils y ont passé la journée et ont acheté quelques provisions afin de compenser l'emprunt de la voiture sans permission. Emprunter une voiture de cette manière était une pratique courante dans la région d'Omari. Et ils étaient plus qu'habitués à le faire. Ils passèrent la majeure partie de leur journée à profiter de leur propre compagnie. Ils étaient 4 en tout. Après leur sortie, les adolescents décidèrent qu'il était temps de rentrer en ville. Tout se passait bien, à l'exception du fait que Damu, le conducteur du groupe, remarqua que quelque chose n'allait pas avec la voiture. Elle était instable et il semblait perdre légèrement le contrôle du volant. Cependant, le problème se résolut rapidement de lui-même et ils reprirent leur route. Damu déposa à chacun de ses amis un par un, Omari étant le dernier arrêt. Il vivait à la lisière du village et était généralement le dernier lorsqu'il se retrouvait quelque part. Les deux amis étaient inséparables, ils s'entendaient bien. Et Damu n'avait jamais eu de problème à déposer son ami chez lui, même si cela agaçait parfois le père d'Omari à propos de l'utilisation de la voiture. Alors qu'ils approchaient de la maison d'Omari, les problèmes avec la voiture recommencèrent. Les garçons entendirent le moteur devenir de plus en plus bruyant alors qu'il prenait de la vitesse, comme si l'accélérateur était enfoncé. Damu avait le pied levé de l'accélérateur et appuya de toutes ses forces sur les freins. Mais ceux-ci semblaient défaillir. Ils n'osaient pas sauter de la voiture car elle roulait trop vite. Ils n'avaient d'autre choix que de boucler leur ceinture de sécurité et espérer que Damu puisse ralentir. La voiture continua de filer le long du chemin, dépassant la maison d'Omari et avançant toujours plus loin jusqu'à ce qu'elle dévale la route et s'écrase dans des buissons et de petits arbres en dehors de la route principale. Omari et Damu étaient étourdis par le choc lorsque le pare-choc de la voiture rencontra l'arbre devant eux. Mais ils n'étaient pas blessés. Dès que la voiture s'arrêta, Damu commença à crier à propos de son père et des conséquences de l'accident, tandis qu'Omari sortit en trombe du côté passager et tomba au sol, haletant désespérément. Bien qu'il ne le savait pas encore à ce moment-là, il faisait une crise de panique à cause de l'accident et ne comprenait pas ce qui se passait. Tremblant de peur, il essaya de se lever, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Ce n'est que lorsque Damu se calma et remarqua son ami en détresse qu'il sortit de la voiture pour l'aider. Cela prit 15 minutes, mais Omari parvint finalement à se calmer. Ils se relevèrent et regardèrent autour d'eux. Le soleil se couchait rapidement et ils devaient faire quelque chose, mais les téléphones étaient un luxe inaccessible à l'époque. Leur meilleure option était donc de rentrer à pied et de faire face aux conséquences. Alors qu'ils se retournaient pour marcher, ils furent confrontés à la vision la plus terrifiante de leur vie. Un spectacle qu'ils ne pourraient jamais oublier. Une énorme lionne se tenait devant eux, adoptant une posture menaçante et grondant en avançant lentement. Les garçons ne pouvaient que rester figés, pétrifiés, car ils ne s'attendaient pas à rencontrer un lion aussi près de leur village.
Ils en avaient déjà vu auparavant, mais toujours dans la réserve voisine, et ils n'avaient jamais osé en approcher, se souvenant des avertissements de leurs parents. Damu attrapa le bras d'Omari au-dessus du coude et murmura en chuchotant, lui demandant ce qu'il devait faire. Omari ne put répondre que par des murmures, mais il finit par dire une chose, la voiture. Synchronisés et libérés de leur peur, alors que la lionne se rapprochait encore plus, ils se mirent à courir en direction de leur voiture, située à environ 15 mètres. Dès qu'ils commencèrent à courir, ils entendirent le bruit des pattes et le grondement de la lionne se lançant à leur poursuite. Les garçons gémissaient et criaient en courant, mais finalement, Omari ne pouvait pas rivaliser avec l'un des prédateurs les plus dangereux du monde. La lionne les rattrapa, s'agrippa à Omari et tous deux roulèrent au sol. Omari tomba sur le dos et la première chose qu'il vit en ouvrant les yeux fut la gueule du lion se rapprochant de son visage et le pare-choc arrière de la voiture dans son champ de vision périphérique. Ils étaient si proches qu'il pouvait sentir les griffes du lion enfoncées dans sa poitrine alors que sa bouche mordait ses bras, juste au moment où il les leva pour se protéger. Il hurla de douleur et donna des coups de pied instinctifs avec ses jambes, mais en vain. Plus tard, il remarqua qu'il avait l'impression de frapper un mur, tellement la lionne était massive. Tandis qu'elle mordillait les bras d'Omari, Damu, paralysé par la peur, criait de toutes ses forces. Ce n'est que lorsque Omari cria appelant à l'aide que son corps sembla agir de lui-même. Il repéra un gros rocher non loin de la voiture. Il était assez lourd, plus lourd que ce que Damu aurait dû pouvoir soulever. Mais l'adrénaline était plus forte. Il souleva le rocher au-dessus de sa tête et le lança vers le lion. Il réussit à le toucher dans le dos, entre les épaules. Cela suffit à faire trébucher la lionne en arrière. Voyant l'opportunité, Damu attrapa Omari par le col et l'aida à se lever, puis ils se précipitèrent vers la voiture. Ils se réfugièrent à l'intérieur et Damu ferma la porte juste à temps alors que le poids complet du lion s'écrasait contre eux. La lionne griffa la porte et grogna furieusement, mais elle ne réussit pas à pénétrer à l'intérieur, restant devant la porte, fixant les deux garçons avec intensité. Damu soutint le regard de la lionne tandis qu'Omari continuait de crier de douleur à cause de ses blessures. Il saignait, mais pas assez pour justifier une inquiétude excessive quant à la perte de sang. Ils restèrent dans la voiture pendant environ 5 minutes, au bout desquelles ils entendirent des cris venant de la route principale et virent une foule de personnes armées d'outils agricoles, criant et appelant à l'aide. En voyant la foule, la lionne ne se détourna pas immédiatement, mais lorsqu'elle s'approcha, elle finit par fuir dans la direction opposée, boitant légèrement à cause du rocher qui l'avait frappée. Damu ouvrit la porte de la voiture et vit son père, les yeux écarquillés et sceptiques devant les dégâts causés à sa voiture. Cependant, il se radoucit en voyant les blessures d'Omari et demanda à ce que quelqu'un l'aide à le ramener au village. Ils arrivèrent en 15 minutes et le médecin du village, déjà sur place, était prêt à les recevoir sans perdre de temps. Il prit soin d'examiner minutieusement les blessures d'Omari, nettoya chaque coupure avec précaution et lui assura avec bienveillance qu'il allait bien, qu'il s'en remettrait rapidement sans aucune séquelle grave. Quelques habitants appelèrent les autorités qui envoyèrent un groupe de Nairobi pour capturer la lionne. Ils la retrouvèrent après 2 jours et la réintégrèrent dans sa troupe, à une vingtaine de miles du lieu de l'incident. Ils notèrent qu'il était étrange qu'un lion erre si loin de sa troupe, mais ils les rassurèrent en leur disant qu'ils ne la reverraient plus. Toutefois, cela n'empêcha pas les habitants du village de toujours se déplacer en groupe lorsqu'ils s'aventuraient au-delà de ses limites.